Bonjour à tous, il est 11 heures, nous allons débuter ce webinaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la conception des lieux et situations de travail dans les entrepôts logistiques. Donc dans un premier temps, je voulais juste vous poser une question, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez me répondre avec l'onglet chat. Très bien, impeccable. Donc ce webinaire va être présenté par deux ingénieurs conseils qui est Christine et Jacques. Au niveau des questions, ça sera Céline et Cyril qui sont contrôleurs de sécurité, tous les deux qui vous répondront. Et moi qui sera là pour la partie technique. Avant de débuter ce webinaire, donc quelques petites informations au niveau pour échanger avec nous. Donc sur votre droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle chat. Donc c'est par ici qu'on pourra dialoguer, se dire bonjour, au revoir si vous avez des problèmes techniques. Ensuite, vous avez un onglet questions. Donc je vous invite à poser vos questions en relation avec le webinaire par ici, sur cet onglet-là. Vous avez également un onglet qui s'appelle Apps et dans Partage de fichiers, c'est là où vous allez pouvoir télécharger la présentation ainsi qu'un document complémentaire. Et bien sûr, vous pourrez retrouver à la fin du webinaire le replay. Et je laisse la parole à Jacques qui va poursuivre la présentation et puis bon webinaire à tous. Bonjour. Avant de rentrer dans notre sujet, une petite présentation de l'assurance maladie Risque Pro. C'est la branche de la sécurité sociale qui est dédiée à la santé et à la sécurité du travail. Elle assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et elle a 3 missions complémentaires et interdépendantes qui visent à prévenir les risques professionnels, c'est le rôle de tous les préventeurs dont certains sont parmi nous aujourd'hui, fixer les taux de cotisation des entreprises en ce qui concerne le taux AT-MP et indemniser et accompagner les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Notre objectif en tant que préventeur, c'est d'accompagner les entreprises qu'il y ait le moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles possible. Pour ça, on a une offre de service à disposition des entreprises. On peut vous accompagner sur des risques particuliers, notamment avec le déploiement de nos programmes nationaux, TMS, risques chimiques, BTP, des offres de formation variées, toute une très riche documentation technique et certaines aides financières par secteur ou par type de risque qui sont attribuées sous certaines conditions, notamment de taille et d'effectifs. Nous sommes organisés en CARSAT et en CGSS pour la prévention et la tarification, en lien direct avec les employeurs. Et nos missions, il y a 21 caisses, dont les CGSS et les CARSAT. On s'appuie aussi sur deux organismes qui sont l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et Eurogip, qui est son relais à l'international. Alors, je prends la main derrière Jacques. Donc bonjour, donc Christine Guichard, donc de la CARSAT Rhône-Alpes. Je coordonne les actions en matière de logistique sur notre région et nous avons mené une grosse action sur la conception des entrepôts logistiques. Entre autres, pourquoi un webinaire aujourd'hui sur la conception des entrepôts logistiques? C'est lié tout d'abord à une sinistralité et une gravité des accidents du travail dans cette branche professionnelle-là qui est 2 à 3 fois supérieure à la moyenne nationale, et encore c'est sans compter les accidents du travail des intérimaires. D'autre part, au niveau la caractéristique des entrepôts logistiques, c'est qu'en lien avec le développement du e-commerce, nous avons vu sur les 20 dernières années une augmentation de la taille et du nombre d'entrepôts qui a été exponentielle, et une évolution récente vers des entrepôts qui sont de plus en plus automatisés avec des nouveaux risques émergents. Je pense notamment aux risques liés à la maintenance de ces équipements-là. Pour autant, on reste encore avec des accidents qui peuvent être gravissimes, voire mortels. Quelques exemples ici et qui sont en lien avec la conception des entrepôts. En premier lieu, les deux photos sur la gauche, vous avez là en live un départ intempestif de camion, avant même que le chariot ait terminé le chargement, et donc chute de chariot derrière. On a d'autres types d'accidents
Par exemple, des accidents mortels sur lesquels on a pu aller mener des enquêtes assez perturbantes, où on a eu des écrasements de personnes à l'arrière du camion, ou des écrasements entre les camions. Et je ne parle pas de tout ce qui est collision avec des engins ou collision avec des poids lourds dans les cours. Le problème que rencontre la profession, c'est un problème récurrent d'attractivité et de fidélisation des salariés. Et là, pour le coup, nous avons en fait un intérêt commun à travailler sur ce sujet-là, avec l'importance d'intégrer la prévention et la qualité de vie au travail dans la conception des locaux de travail. Alors pourquoi s'impliquer dès la conception, dès les prémices de la conception du bâtiment, un projet d'un nouvel local ou le réaménagement d'un entrepôt existant, l'extension de celui-ci, etc. Dans tous les cas, il y a 4 grands types d'enjeux. Des enjeux humains. Alors les enjeux humains, eh bien nous, ça c'est notre fonds de commerce, c'est la prévention des accidents professionnels, mais c'est aussi l'amélioration des conditions de travail. Des enjeux économiques, bien évidemment, pour l'entreprise et pour les concepteurs, à savoir maîtriser les coûts de conception et d'exploitation ultérieurement. Et améliorer à l'usage la pérennité financière de l'équipement. Des enjeux juridiques, bien évidemment, il faut être conforme à la réglementation et aux normes et recommandations de l'institution. Et puis des enjeux environnementaux en matière d'économie d'énergie. On voit foisonner dorénavant des sites avec des parcs éoliens en toiture, par exemple, ou des enjeux concernant la réduction des déchets. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un bâtiment est conçu pour abriter une activité et qu'il faut prendre en compte au plus tôt, le plus tôt possible dans le projet, l'activité réelle qui va se passer dans les murs. D'où l'intérêt d'associer au plus tard l'utilisateur final. Et quand je parle d'utilisateur final, bien évidemment, je parle du bureau d'études, mais aussi des utilisateurs qui vont vraiment travailler sur le site et qui vont maintenir les installations également, qui ont leur mot à dire sur la future activité. Si on essaye de faire un résumé, une conception réussie, c'est un facteur de performance à la fois pour le constructeur et pour l'utilisateur. Ça va permettre de réduire la sinistralité, les coûts qui en découlent, et ça peut aussi contribuer énormément à l'attractivité des métiers de la logistique. On commence à voir quand même des salariés qui préfèrent se diriger lors des recrutements plutôt sur les nouveaux entrepôts que sur les anciens, avec les aléas qu'ils ont pu connaître sur site. Donc au niveau de la démarche de conception d'un entrepôt logistique, la première des choses à bien prendre en compte, c'est prendre en compte l'activité réelle. Donc j'engage entre autres les différents interlocuteurs qui peuvent nous écouter si vous avez à réaliser un déménagement ou une extension de votre activité sur un nouveau site ou sur un site existant. C'est très important de tout d'abord procéder à un retour d'expérience, c'est-à-dire interroger les salariés et leur encadrement afin de conserver ce qui fonctionne et corriger les situations problématiques. Vu d'un bureau d'études, on a des fois la théorie, mais on n'a pas forcément les aléas du quotidien qui ne peuvent être cités que par les principaux intéressés, tant pour le fonctionnement normal que pour le fonctionnement en moment dégradé avec les acteurs de la maintenance. Donc, ce que on vous invite à toujours promouvoir, c'est une démarche participative tout au long du projet de conception et chaque fois que c'est possible. Avec le maître mot, il s'agit d'adapter le travail à l'homme. Il faut mettre en perspective la réalité d'usage et de maintenance. N'oublions pas les aspects maintenance dans la conception des entrepôts et le futur probable de l'établissement
dans les établissements qu'on a pu suivre, nous, en CARSAT Rhône-Alpes, on a des entrepôts logistiques de la grande distribution, par exemple, qui, dès l'ouverture, étaient déjà trop petits. Pour plusieurs raisons. Déjà, une croissance de l'activité pour certains d'entre eux, et tant mieux dans ce cas-là pour eux. Mais aussi une activité qui était relocalisée, par exemple, sur un nouveau site, avec des oublis sur les surfaces nécessaires, par exemple sur les entrepôts de débord qui étaient jusqu'alors utilisés pour arriver à utiliser toute l'activité et à réaliser toute l'activité nécessaire pour aller jusqu'au magasin de la grande distribution. Alors, nous avons 2 documents qui existent, qui sont notre bible sur le sujet dans l'institution. Donc, c'est la brochure ED 6350 de l'INRS, auquel différentes personnes ont pu contribuer dans des CARSAT, et la brochure ED 6059 qui porte spécifiquement sur la conception et la rénovation des quais. On vous en parlera un petit peu plus tard. C'est des brochures qui sont très complètes et qu'on invite chaque fois qu'on a connaissance d'un projet de conception, nos interlocuteurs à compulser vivement, à nous questionner chaque fois qu'ils ont besoin d'avoir des précisions, mais ce sont vraiment notre Bible. Jacques, si on ne t'entend pas, Jacques, ton micro est coupé. Je pensais l'avoir ouvert. Donc, parmi les nombreux thèmes de la conception d'un entrepôt logistique, on a choisi de parler plus particulièrement aujourd'hui de plusieurs qui sont la séparation des flux extérieurs, l'éclairage naturel, la maintenance ultérieure sur l'ouvrage, la séparation des flux intérieurs et enfin les quais. Et je laisse la parole à Christine pour les 2 premiers onglets, les 2 premiers items. Donc effectivement, on aurait pu parler de bien d'autres choses. Si vous avez des questions en fin de webinaire, vous n'hésiterez pas, on pourra essayer de répondre à d'autres thématiques. Mais si on essaye de faire un zoom en matière de conception, notre méthode d'approche, c'est toujours de regarder d'abord l'extérieur avec les circulations extérieures, ensuite la boîte, et après de regarder l'intérieur de la boîte, l'intérieur de l'entrepôt. Donc au niveau des circulations extérieures, là vous avez un petit schéma, alors qui n'est pas spécifiquement d'un entrepôt logistique, mais qui a tout un intérêt en matière de gestion des flux camions, avec, vous voyez, une séparation des flux camions par rapport au flux de véhicules légers qu'on voudrait voir fleurir, toute activité confondue, mais notamment en matière de logistique. En premier lieu, bien évidemment, c'est éviter l'objectif, les collisions entre les camions avec les piétons d'une part ou les véhicules légers. Alors, côté véhicules légers, les risques de collision, les grands points à prendre en compte, c'est les flux de poids lourds, si possible à sens unique, en sens anti-horaire qui soit bien séparés, avec une entrée poids lourd et véhicules légers bien distinctes. Alors on peut se retrouver devant l'entrepôt avec un certain nombre de camions qui sont en attente lors de l'arrivée des véhicules légers. Donc c'est pour ça qu'on prône absolument le fait de pouvoir prévoir une zone d'attente des camions hors des voies de circulation. Et pour ce qui est des salariés qui arrivent après sur le site, bien évidemment, il faut qu'il y ait des parkings qui soient en nombre suffisant. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, de prévoir le futur probable. Et on a malheureusement certains sites où on voit des parkings qui ont été prévus et puis finalement des aménagements de parking au milieu des cours camions. Et ça, c'est une situation qu'on voudrait ne plus voir fleurir. Donc, des parkings en nombre suffisant et avec une voie piétonne qui sera sécurisée pour rejoindre le site de travail. Alors, par exemple, des interlocuteurs qu'il ne faut pas oublier quand on parle de maintenance, d'intervention extérieure, etc. On a des intervenants extérieurs récurrents qui vont intervenir à proximité des installations. Je pense
au chauffage, à la climatisation, au système d'extinction, etc. Donc, dans les plans au niveau de la conception, on insiste énormément pour qu'il y ait des stationnements sur le parcours qui soient sécurisés au plus près des installations sur lesquelles ils vont intervenir. Ensuite, si on parle d'éviter les collisions avec les piétons, au niveau des piétons, la circulation, il est vraiment impératif qu'elle soit organisée. Ça, c'est un objectif qui paraît évident, mais vraiment séparer physiquement dès l'entrée du site. Quand je dis séparer physiquement, un simple marquage au sol a tout son intérêt, mais pour autant n'empêchera pas un camion de venir percuter un piéton qui se retrouverait sur son parcours. Donc c'est vraiment une séparation physique et on va vous mettre quelques exemples à la clé dans la foulée. Donc le maître mot, c'est aucune circulation de salariés du site dans la cour camion et on limite les circulations des chauffeurs au strict minimum avec des voies dédiées aux chauffeurs qui soient bien délimitées. Alors un petit point de vigilance. Quelques fois sur des sites relativement neufs, il y a eu un oubli, c'est la zone fumeur. La zone fumeur pour les chauffeurs, mais la zone fumeur également pour les salariés qui se retrouvent à proximité de la cour camion. Et là, on le voit assez fréquemment, un salarié à ce moment-là, lors de la pause, qui prend son téléphone et qui s'éloigne un petit peu de ses collègues, et on peut se retrouver avec des gens qui vont circuler au niveau des cours camions. Donc, ce qu'on préconise, c'est vraiment une zone fumeur qui soit organisée et séparée physiquement, avec des séparations physiques, pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident grave à ce niveau-là. Donc, quelques exemples pratiques. Vous voyez ici au centre donc une voie piéton qui est organisée depuis l'arrivée de la voie publique. Alors, on a de plus en plus des modes de transport doux avec du covoiturage. Donc, il y a bien un salarié qui peut arriver sur le site à pied et il faut prévoir ses voies d'accès de manière à ce qu'il ne risque pas sa vie à rentrer sur le site. Et puis, l'arrivée également avec les transports en commun qu'il faut organiser de manière à ce qu'ensuite le salarié puisse rejoindre l'entrepôt logistique. En haut à gauche, vous avez un exemple où la séparation, elle n'était pas possible tel que le site était conçu, puisque c'était le revamping d'un site existant. Pour autant, il y a ce qu'on appelle des GBA, des barrières en béton armé qui ont été rajoutées, et ce qui fait que le flux de piétons, même si un camion s'approche de la voie piéton, forcément il ne pourra pas passer. Et ensuite, quand on arrive à l'entrée du site pour pouvoir aller travailler, c'est une zone qui doit être limitée à un seul croisement. Et là, en bas à gauche, vous avez un exemple où vous voyez des barrières qui canalisent le flux des piétons, un dos d'âne qui fait ralentir les camions à l'endroit où les piétons vont pouvoir traverser, un éclairage qu'on a demandé à être un peu surdimensionné de manière à ce que même la nuit, on voit bien arriver les piétons. L'idéal, bien sûr, serait des sites, et on commence à en voir arriver, des sites où il y ait une séparation du flux de piétons qui soit totalement impossible à traverser au niveau des voies de circulation camion. Et après, notre piéton, il arrive sur le parking véhicule léger, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait des voies de circulation qui lui soient dédiées. Des voies de circulation, il ne suffit pas d'avoir un marquage au sol, puisque les véhicules légers peuvent circuler sur le parking, et à ce moment-là, ce qu'on préconise, c'est des arrêtoirs derrière les roues ou, par exemple, sur la photo de droite, un simple trottoir avec une voie de circulation piéton qui est correctement dimensionnée pour que le piéton puisse circuler en sécurité. Ensuite, on arrive dans l'établissement. Donc, vous avez les murs de l'établissement, et vous avez de la maintenance qui va avoir à être réalisée sur site. Alors, en premier lieu, on insiste toujours sur l'accès en toiture qui doit être sécurisé. Alors, très fréquemment, on nous a dit, mais il n'y a aucune activité en toiture.
Alors, sur les entrepôts logistiques, de plus en plus, on a les panneaux photovoltaïques, mais on a aussi tous les systèmes de climatisation en tout genre qui sont souvent dans cette zone-là. Et on peut avoir de toute façon à réaliser de l'entretien courant et de la vérification d'étanchéité et tout. Donc, ce qui veut dire que dans nos préconisations, c'est une protection périphérique pour éviter les chutes de toiture, d'autant plus que les sites logistiques croissent en hauteur de plafond énormément. Donc, protection périphérique d'1 mètre minimum. Donc ça peut être soit avec des acrotères, soit avec des barrières. Et quand on passe d'une cellule à l'autre, des circulations qui soient faciles, parce que quand on intervient sur la toiture, souvent on intervient avec du matériel. Et donc là, vous avez un exemple de saut de loup qui est de bonne facture. On n'oublie pas aussi que quand il y a des piétons en toiture, il faudrait pas qu'ils aient risque de chuter à travers les ouvertures et tout, et entre autres sur tous les exutoires de fumée ou de lumière, etc. Une grille anti-chute qui peut résister à 1200 joules fait partie de nos préconisations depuis un certain nombre d'années. Alors, quelques exemples pratiques ici. Donc, je rappelle, l'objectif, c'est que on puisse aller réaliser de la maintenance ultérieure sur la toiture. Donc, il faut pouvoir accéder en sécurité, debout, et avec du matériel de maintenance en main. Donc là, le top de ce qu'on préfère, bien, vous avez la photo de gauche avec un escalier qui accède dans la toiture et la personne peut accéder debout jusqu'en haut de manière sécurisée. On a de temps en temps, à quelques exceptions près, on peut tolérer de temps en temps des crinolines sur des entrepôts où il n'y a aucune activité en toiture hormis les vérifications d'étanchéité. Mais dans tous les cas, ce qu'on préconise, si des fois on ne peut pas faire autrement, c'est qu'il y ait au moins un monte matériaux par potence qui soit prévu. Là, c'est un exemple qui est sur la deuxième photo sur la gauche. Et puis après, on nous explique souvent que pour des raisons de sécurité anti-intrusion, il vaut mieux que l'escalier il soit à l'intérieur. Donc là, vous avez un escalier au milieu qui partait d'un bon sentiment, on partait très très bien, qui a dû coûter une certaine somme, par contre qui se termine relativement mal. Et c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment, parce qu'en fait, dans les 2 derniers mètres, souvent, on termine par une échelle. Alors, en l'occurrence, elle est légèrement inclinée, mais elle est parfois à la verticale, et essayez de grimper vous-même. Chaque fois qu'on va faire une réception de site, c'est ce qu'on fait en région. Et derrière, on se retrouve des fois à devoir ramper pour accéder sur la toiture. Donc, si on ne peut pas avoir un escalier qui monte jusque au-dessus de la toiture avec un édicule pour accéder debout, il y a des solutions. C'est par exemple la photo de droite avec un escalier droit avec une barre de rétablissement en haut, et vous voyez juste à côté sur sa gauche une protection périphérique de la zone d'accès avec barrière à gauche et au fond, et puis la trappe d'ouverture qui sert elle-même de garde-corps pour éviter que le salarié puisse tomber dedans. Donc voilà quelques exemples pratiques qui permettent d'avoir des solutions palliatives intéressantes. Après, dans la maintenance ultérieure, il faut pas oublier que tout ce qui est châssis vitré va devoir être nettoyé un jour ou l'autre. Donc le mieux, c'est des châssis ouvrants à la française. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas du BTP comme moi, c'est en gros une fenêtre qui s'ouvre sur l'intérieur et qui permet de nettoyer les vitres extérieures. À défaut, si on ne peut pas ouvrir les châssis, c'est à ce moment-là nettoyer avec une plateforme élévatrice mobile. Encore faut-il qu'il y ait une bande de roulement qui soit adaptée, qui soit pas relativement meuble au pourtour de l'établissement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, quand on parle de maintenance de maintenance ultérieure, ne pas oublier la maintenance des équipements en hauteur qui vont être à l'intérieur du site. Vous avez les luminaires. Le mieux serait de pouvoir accéder aux luminaires pour les changer par la toiture.
Mais dans tous les cas, souvent c'est fait à l'aide d'une plateforme élévatrice mobile, une nacelle. Donc à ce moment-là, il faut faire attention au positionnement des luminaires par rapport au rack, de manière à pouvoir y accéder en sécurité. Et là, vous avez une photo intéressante d'un site qu'on a pu suivre en conception, où au niveau des groupes froids, vous voyez l'escalier d'accès et la plateforme qui permet à l'intervenant extérieur de pouvoir intervenir en sécurité sur l'installation. Voilà. Je crois que j'en ai terminé pour ce qui concerne la partie que je devais vous présenter, et peut-être avez-vous exprimé des questions. Est-ce que nos deux collègues... S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on enchaîne. Il y aura de toute façon à la fin du webinaire une plage réservée aussi aux questions que vous pouvez d'ores et déjà noter et que vous pourrez donc nous proposer à la fin. Effectivement, je confirme, il n'y avait pas de questions, uniquement une question sur comment rentrer en contact avec nous pour des besoins de prise en main sur les outils. D'accord. Nous sommes à votre service. Je propose que nous passions au chapitre suivant qui parle d'éclairage naturel. Maintenant, on a notre boîte, on sait comment y accéder. Maintenant, c'est comment on l'éclaire et de préférence en éclairage naturel. Pourquoi? Alors, déjà, il y a le Code du travail qui impose par son article R4213-3 que au maximum, les postes de travail, les locaux de travail soient éclairés de façon naturelle, avec de l'éclairage naturel. Ça a aussi un intérêt en termes de rythme circadien pour les personnes qui ont des rythmes un peu décalés, de savoir quand il fait jour ou quand il fait nuit. Et ça aide aussi beaucoup. On va vous présenter par la suite quelques bons exemples que nous, on estime intéressants de choses qui ont été vues. Donc, par exemple, des bandeaux en polycarbonate là, en partie haute d'un bâtiment qui donne un bon éclairement naturel à l'intérieur. Et vous avez ici sur la photo de droite des impostes vitrés au-dessus des portes de quai qui donnent aussi un bon éclairage. On voit également au plafond tous les éclairages zénithaux qui sont à privilégier également de l'ordre. Il y a une norme là-dessus qui est la norme EN 12 464 qui suggère qu'à peu près 10% de l'éclairage doit être zénithal, de préférence au-dessus des allées de circulation et pas des racks, bien sûr. Tout ce qui est en toiture, comme on vient de le voir, doit être protégé contre les chutes, comme ça a été vu. D'autres exemples de bonnes pratiques que nous avons relevées. Alors, j'attire votre attention sur la porte de quai. Là, le bandeau est beaucoup plus efficace et beaucoup plus confortable pour les utilisateurs que le simple hublot. Et puis, des fenêtres, des grandes baies vitrées de plein pied, ben pourquoi pas, quitte à, comme là, les opacifier dans un sens pour des raisons de confidentialité ou de sécurité. Mais ça aussi, c'est une très bonne pratique. Des postes qui sont parfois un petit peu oubliés, c'est tout ce qui est poste fixe dans un entrepôt. Les bureaux de quai, les zones de co-packing, etc. Là, vous avez des salariés qui font des longs postes de travail. Donc, il est important qu'ils aient, eux, une vue sur l'extérieur et de l'éclairage naturel, donc que ce soit par des portes, fenêtres, enfin, tout ce qui est possible pour faire entrer la lumière naturelle. Quelques autres exemples d'éclairage naturel. Alors, nous aimons particulièrement celle du milieu, où vous voyez au-dessus d'un autodoc un toit complètement transparent, ce qui facilite beaucoup les opérations, en tout cas quand il fait jour, les opérations de chargement, déchargement des camions. Et là, en éclairage naturel, c'est beaucoup plus confortable. Voilà pour ce qui était de l'éclairage naturel, un peu rapide, mais vous aurez de toute façon cette présentation avec tous les exemples en photo, et puis vous aurez aussi dans une documentation qui est jointe également à ce webinaire des détails. Là, nous allons un tout petit peu passer sur les détails, mais on avance. Question court et quai. Maintenant qu'on a notre boîte qui est bien éclairée, comment on gère l'interface entre les camions et le bâtiment? Donc en termes de zone d'accostage, il est important de garder les bonnes distances dans la cour pour que les camions puissent manœuvrer. Qu'ils puissent manœuvrer en marche arrière, qu'ils puissent repartir sans devoir faire de braquage trop court et de manœuvres intempestives.
L'éclairage, bien sûr, de la cour est important. Là, c'est plutôt l'éclairage artificiel, du coup, toujours le moins éblouissant possible. Pensez à l'allée de circulation des chauffeurs, qui est au moins 2 mètres devant les camions. Un camion qui est au démarrage et la vue, que le chauffeur d'un camion au démarrage ait la vue sur cette zone de circulation. Et les guides-roues et les marquages au sol qui permettent d'éviter donc l'écrasement entre les remorques, comme on voit sur la photo centrale. Les retours d'expérience nous montrent que c'est plus durable en béton qu'en inox. C'est un peu plus cher aussi parce qu'il y a du génie civil. Concernant, encore une fois, la sécurisation des quais, donc vous voyez ici sur la photo de gauche une suggestion d'éclairage d'une remorque. Donc c'est un éclairage mobile, il en existe des magnétiques qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui permettent de bien éclairer le fond de la remorque. Attention à choisir des éclairages de qualité pour éviter l'éblouissement, que ce soit des éclairages dits à basse luminance. Une autre chose importante pour éviter un accident dont on parlait au début, l'écrasement entre le quai et le camion. Vous voyez sur la photo centrale les butées de sécurité qui permettent de maintenir un espace de sauvegarde entre le quai et le camion. Ce sont des butées en caoutchouc d'une profondeur de 50 cm. Du coup, elles génèrent un risque de chute latérale. C'est pour ça qu'elles s'accompagnent toujours de protection latérale, de garde-corps, comme on les voit ici sur la photo. Question liaison, le pont de liaison entre le camion et le quai, donc soit télescopique, soit rabattable comme là, chacun a ses avantages et ses inconvénients, sachant que il faut prévoir un espace libre pour quand c'est rabattable, il faut un espace libre pour pouvoir le ranger. Il doit avoir une largeur de 2,20 m. Le pont de liaison relevable est plus simple, par contre il ne permet pas de compenser la différence de niveau s'il y en a une entre la remorque et le quai. Par contre l'intérêt c'est que quand il est relevé il fait office de barrière. Le télescopique ne permet pas ça, il faut prévoir des barrières en plus. Nous préconisons également que la porte du quai soit corrélée à la présence d'un camion. Donc on ne peut ouvrir la porte que quand un camion est à quai et notamment quand il est calé ou bloqué. Alors petite différence entre calage et blocage. Sur la photo de gauche, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un calage. Ça évite que la remorque glisse toute seule, soit que le frein de parc est lâché, soit que les va-et-vient des chariots de manutention à l'intérieur la fassent bouger. Ça permet simplement c'est comme un frein à main. Par contre, ça n'empêcherait pas un départ volontaire. À l'inverse du blocage que vous voyez sur la droite, qui est un système qui, lui, en théorie, empêche la remorque de partir, même de façon volontaire. Même un chauffeur qui, par inadvertance, démarrerait en cours de chargement, la remorque ne bougera pas, en théorie. Bien sûr, il y a une différence de coût entre les deux. Il y a beaucoup plus de génie civil pour du blocage. C'est quand même ce qu'on préconise. C'est pour nous l'idéal, c'est du blocage asservi à la porte. La porte du quai ne peut s'ouvrir que quand la remorque est bloquée et que la lèvre télescopique est en place. Voilà pour les quais éclairage. Je suis allé un petit peu vite sur ces deux sujets. Si vous avez besoin de précision tout de suite avant d'aborder la dernière partie, c'est possible. Alors effectivement, on a une question qui nous a été posée, à savoir donc l'éclairage naturel et artificiel. Quelles recommandations concernant les problèmes d'éblouissement des caristes lors de la mise en place de palettes dans les niveaux hauts de rack? Oui, donc ce que je comprends de la question, c'est que quand on est dans les niveaux hauts, on a les caristes qui regardent vers le plafond pour manutentionner leur charge. Et s'il y a des éclairages dans leur champ de vision, effectivement, ils peuvent être éblouis. La solution technique, c'est encore une fois des éclairages dits à basse luminance. Il n'y a pas besoin d'énormément, c'est 300 lux dans un entrepôt, donc on n'a pas besoin d'éclairage extrêmement puissant. Par contre, il vaut mieux que ce soit des éclairages de la plus grande surface possible, pas trop puissants, et bien répartis dans le champ de vision. C'est ça qui permettra le moins d'éblouissement pour les salariés qui ont besoin de regarder vers le plafond. J'espère avoir répondu à la question. Alors en tout cas, tu as bien reformulé la question, hein, Sylvain Hungard, qui en est l'origine, l'a confirmé. Et je ne sais pas si la réponse suffit. Après, effectivement, peut-être dans les documentations qui seront transmises, c'est des éléments de réponse qu'ils pourront retrouver en complément. Alors je vois une question.
question. Une Oui. deuxième question, en effet, concernant donc des racks devant des fenêtres existantes, est-ce interdit? Alors ce n'est pas interdit, mais c'est une question d'efficacité. On sera plus efficace si on éclaire avec une fenêtre les allées de circulation que les racks. Non, bien sûr, si vous utilisez un bâtiment, c'est dans la mesure du possible, il faut éviter, mais c'est pas interdit. Après, vous faites ce que vous pouvez avec le bâtiment que vous avez. Si c'est pas un bâtiment qui est conçu pour ou que vous récupérez ou que vous déménagez les racks, effectivement, l'idéal serait que les éclairages en toiture soient au droit des circulations plus que des racks. Alors, la question n'a pas été posée, mais c'est vrai que c'est une question que l'on a fréquemment en entreprise. Quel est le coût approximatif d'un système de calage et de blocage? Sans rentrer dans les détails, un système de calage, c'est de l'ordre de 5 à 7 000 euros, avec son automatisme qui condamne la porte. Et un système de blocage, on est dans 10 000 et au-delà, compte tenu du génie civil qui est nécessaire à l'installation de cet équipement. S'il n'y a plus de questions, je vous propose C'est que bon nous pour les abordions. questions. Nous allons aborder Pardon. On vient d'avoir une question à l'instant. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises partenaires pour le calage de roues? Nous, c'est compliqué pour nous de donner des noms d'entreprises. Vous en trouverez assez facilement. Après, adressez-vous directement à votre caisse régionale quand vous avez un projet. Là, on pourra vous aider. Là, je peux pas vous donner génériquement comme ça des types des noms d'équipements, mais adressez-vous à la caisse régionale dont vous dépendez qui pourra vous aider sur un projet précis. Une autre question concernant donc, des systèmes de rétention de clés de chauffeurs. Est-ce que ce système, cette organisation en tout cas, est admise? Alors on la voit fréquemment, nous ne la préconisons pas du tout. En fait, quand vous visitez ce genre d'entrepôt, il y a ce système qui est mis en place. En général, il y a un seau plein de clés de camions qui n'ont jamais été réutilisées. Donc soit que le chauffeur a un double et il repart sans sa clé, soit qu'il a donné une clé qui n'avait rien à voir avec le camion. Donc ce n'est absolument pas une garantie que le camion ne repartira pas sans votre accord. La seule garantie, c'est le blocage. Ce système de clés, c'est de la sécurité illusoire, franchement. Cette fois-ci, ça semble bon pour les questions. Tu peux poursuivre. Je vous propose d'aborder le dernier thème qui sont les circulations intérieures. On a vu maintenant comment circuler à l'intérieur de la boîte, sachant que dans un entrepôt se croisent des piétons et des engins de manutention et qu'il faut tout faire pour éviter qu'ils se rencontrent sans que ce soit nécessaire. Donc la séparation des flux est importante. Donc il y a des abacs qui donnent la largeur des allées de circulation des engins de manutention, notamment en fonction de leur type et de leur largeur, donc que vous trouverez dans les annexes qu'on vous donnera. Il faut bien sûr marquer au sol les schémas de circulation notamment des engins et des piétons, sachant que la séparation entre les deux doit être physique, comme sur la photo de gauche, vous voyez une barrière avec une séparation physique. Un simple marquage au sol pour séparer les flux piétons des engins n'est pas de la vraie sécurité. Quelques points d'attention, la sortie des vestiaires et des locaux sociaux. C'est une petite zone un petit peu où les gens arrivent le matin, ils commencent à discuter, à prendre les consignes de la journée, etc. Cette zone doit être isolée de la circulation des engins. Il doit y avoir aussi une circulation protégée organisée jusqu'au local de charge pour pouvoir récupérer les engins de manutention. Bien penser aussi qu'il y a des endroits où les engins de manutention peuvent être garés très temporairement, mais ils finissent par encombrer le chemin devant les bureaux, devant les sanitaires, devant les locaux sociaux. Donc prévoir des zones de stationnement, des espaces de stationnement. Toujours bien protéger les cheminements piétons, encore une fois, par des barrières matérielles. Et puis pour les passages entre cellules, on est un peu obligé de mettre des portes coupe-feu. L'Oculus, c'est une très bonne idée parce que comme ça, on voit ce qu'il y a derrière la porte. Et alors, le top du top en termes de confort, c'est la porte coupe-feu est maintenue ouverte par ventouse. Elle se referme en cas d'alerte. Et vous avez une porte coulissante transparente qui s'ouvre au passage des salariés. C'est la solution de luxe, mais qui est la plus efficace en termes de prévention et de sécurité.
Et puis encore une fois, ne pas oublier les zones à poste fixe, les zones de travaux à poste fixe qui doivent, elles, être vraiment protégées par des barrières matérielles, quitte à ce que ce soit en béton, comme vous voyez sur la photo de droite. Vraiment protégées des opérateurs qui ne sont pas du tout attentifs à ce qui se passe autour d'eux, qui sont concentrés sur leurs tâches et qui ne voient absolument pas arriver les engins qui pourraient se tromper de zone. Et puis tout ce qui est emplacement de conteneurs à déchets, bien sûr, comme c'est souvent mis à la poubelle à la main, en dehors des zones de circulation chariot. Voilà qui clôt les thèmes que nous souhaitions aborder lors de ce webinaire. Alors pour aller plus loin, vous aurez la présentation avec les liens. On vous propose une animation sur le principe de base de mise à quai des poids lourds, qui a été fait par la CARSAT Aquitaine, un dessin animé, une animation qui est très bien faite, qui montre vraiment les risques et comment s'en prémunir. L'INRS propose un logiciel de conception qui vous permet de concevoir un nouvel entrepôt avec ça vous crée une maquette virtuelle qui vous permet d'imaginer, de voir quelles seront les circulations, comment vraiment concevoir cet entrepôt en sécurité dès la conception. Vous avez sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes des témoignages d'entreprises qui ont été accompagnées pour la conception de leurs entrepôts. Et puis vous avez un dossier INRS qui est très complet, qui comprend toute la documentation INRS sur le sujet, les plaquettes, les affiches, les vidéos, tout ce que l'INRS a fait sur le sujet de la conception des entrepôts. Et enfin, vous aurez en pièce jointe de ce webinaire une petite checklist qui permet de façon assez simple de vous rapporter en détail à tout ce que nous avons vu depuis le début, plus les autres thèmes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. S'il vous reste des questions sur l'ensemble de ce qu'on vous a dit, c'est le moment. Alors, on a une question effectivement. Quelles sont les préconisations pour la coactivité de type chariot, AGV, piéton? De séparer les flux, il n'y a pas d'autre. Vraiment d'organiser au maximum les circulations pour éviter tout flux, tout croisement, ou vraiment protéger les endroits où la cohabitation entre les deux types d'usage n'est pas évitable. Vous avez aussi des systèmes sur les chariots lumineux ou sonores. Vous avez aussi des systèmes qui détectent, j'ai vu ça aux angles des racks, des systèmes qui détectent les chariots et qui préviennent un chariot qui arriverait masqué, qu'il y a un autre chariot est déjà sur le chemin. En fait, il existe pas mal de choses. Je ne connais pas l'efficacité réelle de ces équipements. Je ne sais pas, Christine, si tu as des précaux plutôt là-dessus. Alors, on a eu l'occasion d'avoir des sites où il y a eu des accidents graves et avec des équipements qui ont été rajoutés au niveau des chariots pour détecter la présence piéton. C'est des systèmes qui sont relativement lourds. Et pour ce qui est des AGV, sur les sites logistiques, puisque ça commence à se multiplier, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de l'INRS avec les CARSAT par rapport à la sécurité machine et le fait que l'équipement va bien s'arrêter en présence d'un piéton. Il y a des publications qui sont prévues sur ces sujets-là, mais c'est encore des choses qui sont à la marge encore pour l'instant et tout, et on n'a pas encore toute la documentation voulue. Ce qui est important, c'est que dans les zones très automatisées où vous avez donc des équipements qui vont piquer après avec des étagères ou des caisses qui circulent en automatique, c'est que lors des interventions de maintenance, qu'il y ait bien un système de consignation de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'entrée en zone de présence humaine sans système de consignation correctement organisé. Donc ça, c'est des accidents émergents qu'on commence à voir arriver avec ces nouvelles technologies et qu'on étudie au cas par cas. Moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de vous rapprocher de votre CARSAT,
et du contrôleur qui suit votre établissement, de manière à pouvoir aller étudier ça de plus près avec lui sur les mesures de prévention, savoir si elles sont suffisantes ou pas, et éventuellement il fera peut-être appel aux services compétents de l'INRS ou de sa CARSAT en matière de sécurité machine, ce qui a son importance. Le klaxon est souvent utilisé, oui. Après, ça contribue à une ambiance sonore un petit peu fatigante de temps en temps. Et puis, je suis pas sûr qu'on l'entende toujours. Au bout d'un moment, peut-être un réflexe, on sait que klaxon, on fait attention. Peut-être qu'au bout d'un moment, on l'entend plus. Le marquage au sol est-il obligatoire pour la circulation exceptionnelle? Alors, si la circulation piéton est exceptionnelle, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question de faire peut-être passer les piétons à un autre endroit pour éviter, plus que de réfléchir au marquage au sol, essayer d'éviter la cohabitation en fait entre les piétons et les engins. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez effectivement, mais si c'est exceptionnel, c'est peut-être évitable. Il me semble que... Le marquage au sol, peut-être compléter ce questionnement sur le marquage au sol, sur la durabilité, comment maintenir en fait cette matérialisation au sol. Alors le problème de la peinture au sol, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'efface, forcément, surtout avec le passage des engins. On commence à voir dans certains entrepôts des marquages au sol qui sont projetés, avec des projecteurs qui sont fixés en hauteur et qui projettent le marquage au sol. J'ai entendu des cas où ça marchait très bien et des cas où ça marchait très mal parce que les projecteurs étaient fixés sur des structures qui vibraient. Et en fait, ça rendait malade tout le monde de voir le marquage au sol qui tremble en permanence. Donc, je sais que dans cet entrepôt-là, ça a été abandonné. J'ai su qu'il y a d'autres entrepôts où ça fonctionnait très bien, mais il faut le fixer vraiment sur quelque chose d'extrêmement rigide. Les vibrations... Ah, excuse-moi, tu n'avais pas fini. Vas-y, je t'en prie. J'allais laisser cette question sur les vibrations à Christine. Très bien. J'ai pas vu la question. Donc, alors, Christine, je te soumets la question. Donc, quelles recommandations sur la conception des passages de quai, exposition aux vibrations pour les caristes? Alors ça, c'est un problème récurrent depuis de nombreuses années. Alors qui s'est peut-être accentué d'ailleurs avec l'apparition des quais niveleurs télescopiques, puisque à ce moment-là, on se retrouve avec un à-coup supplémentaire provoqué par la lèvre qui avance. L'importance à ce niveau-là, au niveau vibration, on a eu des grands questionnements sur le sujet en région. C'est d'une part le chanfreinage des différentes plaques qui peuvent être amenées à coulisser de manière à réduire au minimum l'à-coup. Et puis, il n'y a pas de miracle, c'est la réduction de la vitesse chariot, en particulier réduction de la vitesse chariot à vide. Généralement, c'est un moment où, étant à vide, les opérateurs ils vont avec la pleine mesure du chariot élévateur. Donc, une des préconisations peut être, après avoir travaillé sur la conception du quai, c'est peut-être des systèmes qui existent et qu'on voit se développer pas mal sur la mise en place d'une détection de vibration sur le chariot quand vraiment ça vibre trop, qui met le chariot en mode tortue à 3 km/h, c'est-à-dire en fait à la vitesse du pas, et qu'il faut réarmer au niveau du responsable hiérarchique du secteur. Ça peut avoir un intérêt éducatif manifeste, et sur des sites qui ont adopté ce type d'équipement-là, on voit une réduction de la vitesse des chariots qui amène à des vibrations qui sont nettement plus raisonnables. Alors après, il y a normalement les chariots de préparation de commande, c'est pas des chariots qui à la base sont prévus pour faire du chargement de camions, et malheureusement c'est souvent le cas, c'est souvent eux qui sont utilisés. Si on a le choix entre deux, il vaut mieux un équipement type chariot élévateur classique KSS3 avec du matériel antivibratile au niveau du siège qui soit utilisé.
Mais c'est vraiment un couplage conception du quai, chanfreinage au maximum, réduction des vitesses, et c'est vraiment la meilleure des mesures de prévention. Je n'ai plus de questions en lien avec ce webinaire, donc Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit commentaire? On a en région Rhône-Alpes, parce qu'on s'approche du sud, et on a des températures l'été qui croissent. Alors, c'est toute la France qui est concernée, mais le sud particulièrement. Au niveau de la conception du site, commencer à penser à de la climatisation si c'est possible, avec des gaines textiles avec une vitesse d'air qui soit la plus petite possible. C'est important. Le fait de pouvoir faire du rafraîchissement la nuit en ouvrant avec des ouvrants ou des grilles qui permettent de créer un flux frais durant la nuit. Et puis, sur les sites où il y a des conteneurs énormément qui sont sur site, on conseille de plus en plus, nous en région, la mise en place d'un auvent de manière à pouvoir protéger du soleil le conteneur qui va rester à quai, où on peut avoir des températures à l'intérieur de 50-60 degrés avec des opérateurs en place. Donc, si vous pouvez aussi travailler ce sujet-là, c'est important. Ok. Sur l'évolution des batteries, de nouveaux risques, on troque un risque pour un autre, mais c'est-à-dire que les émanations d'hydrogène qui pouvaient être créées par les anciennes batteries, avec les nouvelles batteries, ça n'est plus le cas. Par contre, elles sont inflammables et elles risquent d'exploser. Donc, je dirais que le risque est différent. Là, on s'éloigne un petit peu de la conception des bâtiments. Mais bien sûr, il faut tenir compte d'une zone de charge la zone de chargement chariot qui doit être protégée contre les incendies, et prévoir un espace pour l'entretien mécanique, oui, des chariots automoteurs, effectivement, dans l'entrepôt. Voilà, je pense qu'on pouvait dire. On arrive au terme du temps qui était prévu. Sur la diapo qui est affichée, vous voyez nos références pour pouvoir nous retrouver, donc sur le site amélie.fr entreprise, nos réseaux sociaux X et LinkedIn, et le site internet de l'INRS, ilnrs.fr. Vous aurez une copie de ce webinaire, sera téléchargeable dès la fin de notre session, et vous avez aussi une pièce jointe qui est téléchargeable également dans l'onglet Apps. Et pour compléter, Jacques, vous allez recevoir également un questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Donc, prenez juste 5 minutes pour le compléter, c'est très rapide. Merci à vous, en tout cas, de votre écoute, qui s'affichera à l'écran, le questionnaire. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'animer ce webinaire en votre présence à tous. Et bon appétit, bonne journée. Merci à tous. bonne journée à tous. Bonne journée.